Madame, monsieur, bonjour. Et c'est avec un réel plaisir que nous sommes toujours nombreux à regarder la matinale d'information sur votre chaîne internationale d'information en continu, Canal 2 Info. Au sommaire de l'actualité ce matin, le report à une date ultérieure du second tour de la présidentielle en Haïti, ce pays des grandes Antilles de plus de 10 millions d'habitants. Jude Célestin, l'un des candidats au second tour de la présidentielle, ayant refusé de prendre part à cette consultation, exigeant bien évidemment que soit mise sur pied une commission d'enquête pour vérifier les résultats du premier tour de ce scrutin très contesté. Également au menu de l'actualité ce matin, la République la République centrafricaine, où Noureddine Adam, l'ancien numéro 2 de l'ex-Séléka et patron du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, regrette d'avoir prôné la partition de la Centrafrique et de perturber la présidentielle du 27 décembre prochain. Voilà pour les grandes articulations. Et comme il est tradition pour développer cette actualité, Patrick Issandre, bonjour et bienvenue. Bonjour Louis-Roger, bonjour à nos téléspectateurs. Elie Smith, bonjour et bienvenue. Bonjour Louis-Roger, bonjour à Christiane Dobo et puis bonjour à Fallon. Fallon Tchounia, bonjour. Bonjour Louis-Roger. Voilà. On va commencer tout de suite avec cette consultation populaire à Haïti, avec bien évidemment le premier tour de la présidentielle qui a donné les résultats que l'on connaît. 29% pour le président, pour le candidat, pas encore président, pour le candidat Juvenel Moïse, qui a obtenu 32% pour être plus précis, et Jude Célestin 25%. Ce sont encore les premières estimations de ce premier tour de la présidentielle. Mais ce qui se pose, ce que l'on peut relever comme problème, et qui pourrait susciter certainement des commentaires, c'est que le candidat Jude Célestin, qui estime qu'il aurait pu avoir un meilleur score, refuse de participer au second tour, exige qu'une commission d'enquête soit mise sur pied pour recompter des voix. Est-ce possible? Est-ce qu'il a des bonnes raisons pour demander à ce que ces voix soient recomptées? Écoutez, je ne sais pas si on peut dire qu'il a de bonnes raisons, mais ce qu'on peut constater, c'est que le premier tour de cette élection présidentielle du côté de Haïti avait laissé comme un goût amer au sein de la classe de l'opposition, notamment toute l'opposition qui se levait justement pour décrier des fraudes massives, n'est-ce pas, à la faveur de Juvenel, qui est le candidat, vous l'avez dit, soutenu par le parti au pouvoir et notamment le président sortant. Donc c'est pratiquement toute l'opposition, y compris avec ce candidat qui estime qu'il y a eu des fraudes massives. Donc les 25% qui lui sont attribués par le Conseil électoral provisoire ne sont, d'après l'opposition, qu'une mascarade, une farce électorale. Donc dans ce contexte-là, il s'appuie sur cet élément pour refuser carrément d'aller au second tour. Avoir la possibilité de faire fléchir le Conseil électoral provisoire et d'avoir un nouveau décompte de ces voix, je ne sais pas si Haïti peut se permettre de le faire actuellement. Vous savez que les séquelles de ce tremblement de terre qui avait ébranlé le pays sont encore présentes. Vous savez que Haïti est très pauvre dans la communauté des pays de l'Amérique. Finalement, c'est le pays le plus en mal sur le plan économique et sur le plan social. Les structures sociales sont presque désintégrées en Haïti. Le président Michel Martelly n'a pas réussi au cours de son mandat, n'est-ce pas, à inverser la tendance. Donc c'est un pays qui a encore beaucoup de problèmes structurants, beaucoup de problèmes sur le plan de l'organisation même du pays au sortir de ce tremblement de terre qui avait carrément défiguré la configuration sociétale, administrative et même institutionnelle du pays. Maintenant, une élection, ça coûte cher. Faire un premier tour, ce n'est pas évident. Aller vers un deuxième, c'est encore un coût. Est-ce que Haïti peut se permettre ça actuellement? Non. Il me semble que le report de ce deuxième tour qui était prévu pour le 27 décembre prochain est peut-être un pas vers une solution concertée. Quelle sera cette solution concertée? Est-ce qu'il va s'agir d'amener les uns et les autres à voir un deuxième tour où on a un peu plus de crédibilité, où
les suffrages des uns et des autres sont surveillés, contrôlés, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité qui me semble tout à fait difficile, c'est celle de recompter et revenir finalement à une échéance supplémentaire qui coûtera davantage cher à Haïti alors que les moyens sont déjà très peu présents. Alors Falon, est-ce que lorsqu'on sait que des élections coûtent cher, on ne devrait pas prendre des mesures, des précautions pour que les suffrages valablement exprimés pour chaque candidat soient respectés, soient officialisés et que l'on ne pense pas toujours qu'il faille tripatouiller pour satisfaire un candidat ou l'autre? Je dirais que ça dépend toujours de la volonté de celui qui est au pouvoir. La plupart des pays, pendant les élections, font toujours par un tripatouillage. C'est pourquoi même, quelquefois, on instaure la biométrie. Mais maintenant, dans certains pays où ils commencent à l'utiliser pour la première fois, il y a toujours un problème technique et puis on rentre à l'usage habituel. Mais maintenant, si les sondages donnent un candidat à la tête, moi je me dis que c'est pour lui qui dit qu'il y a eu tripatouillage, je me dis que ce n'est pas la solution de refuser de passer au second tour. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire quand on a vu Gbagbo était premier pendant les sondages du premier tour, mais il avait l'assurance d'être premier au second tour. Mais quand a été sa surprise, quand on a déclaré Ouattara vainqueur. Donc je pense que boycotter le deuxième tour, c'est pas une solution. Il faudrait qu'il passe au deuxième tour et ensuite, si pendant ces revendications, les requêtes, les revendications et les arguments qu'il donne sont vérifiés et montrent effectivement qu'il y a eu, qu'on a tripatouillé les résultats, on pourra revérifier. Mais comme Christian l'a dit tout à l'heure, Haïti ne peut pas se permettre ce luxe-là, vu sa situation financière, vu sa condition financière pour le moment, avec avec la catastrophe qu'ils ont subie, avec le fait que depuis près de 100 ans, ils n'ont pas atteint, ils ne sont même pas en voie de développement. C'est encore un luxe pour eux de refaire cela. Alors, Elie Smith, c'est quand même historique de voir un candidat refuser de participer au second tour parce qu'il estime que les résultats sont truqués et qu'il aurait certainement remporté dès le premier tour. Oui, mais ça semble fort bien ce qui s'est passé avec l'élection du musicien Martelly, parce que Martelly aussi avait fait ce chantage face, j'oublie son challenger de l'époque, et il y a eu un certain recomptage de votes, et puis Martelly a été sacré ou consacré vainqueur. Mais moi, je pense que Jules Célestin, soutenu par Martelly, je pense, sauf miracle, je pense que le score qu'il a, c'est le score qu'il mérite. Il peut tout dire, parce que il y a un problème à Haïti, les Haïtiens se sentent un peu plus nationalistes, qui pensent que les Martelly ou les candidats comme le Jules Célestin, ce sont des candidats de l'extérieur, en l'occurrence supportés par le FMI, les États-Unis. Et le candidat populaire, c'est vraiment Juvenal Moïse, qui est soutenu par le parti Lavalas. Et Lavalas, c'est un parti populaire soutenu par un prêtre défroqué, Bernard Aristide, qui est très populaire. Donc, et qui est très populaire et qui n'est pas en sainteté avec les institutions internationales, comme les institutions de Bretton Woods ou les États-Unis et les autres. Donc, je pense que en ce qui concerne Jules Célestin, il doit, à moins qu'il ait une mémoire sélective, ou il n'en a pas, il doit un peu se rappeler comment M. Martelly a été réélu. Et c'est un pays, comme les panélistes ont déjà dit, Christian Dobo et puis Falon, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes. C'est le pays le plus pauvre des Amériques. C'est aussi à sa décharge, c'est le système de la décolonisation haïtien qui est aussi responsable de ce qui se passe à Haïti aujourd'hui, parce que c'est un pays, c'est le premier pays noir au monde. Donc, il y a un peu de séquelles qui ne vaut pas la peine. Il y a beaucoup d'enjeux pour la restructuration de l'économie haïtienne, mais qui est en train de reprendre, quel qu'en soit ce qu'on peut se dire. Voilà, mais il a quand même demandé cela et le pouvoir a accepté de mettre sur pied une commission d'évaluation électorale. C'est dire quelque part que même les pouvoirs publics sont conscients du fait qu'il y a eu tripatouillage quelque part. Oui, écoutez, vous savez, quand on parle de processus électoral, surtout dans des pays
où la structuration des institutions reste encore fragile. Haïti se remet de cette catastrophe et Haïti a besoin de retrouver un certain nombre de crédibilité dans le fonctionnement de ces institutions. Donc quand on parle de questions électorales, il va de savoir qu'on peut toujours connaître des écueils. On a vu même les plus grandes démocraties, entre guillemets, se casser la figure. Je ne vais pas citer les États-Unis, avec ce qu'on avait vécu entre Bush et le candidat démocrate, qui finalement avait valu un nouveau décompte, qui finalement n'est même pas arrivé au terme, avec une sortie de la Cour suprême qui a dû mettre fin à ce qui était considéré comme une humiliation du côté des États-Unis. La France n'est pas très éloignée de ce genre de problème, quelquefois. Donc, c'est pour dire que même en temps normal, en temps opportun, avec des structures peut-être même solides, on peut connaître des failles et des défaillances. À plus forte raison dans un pays qui cherche encore ses pas pour remettre en place un certain nombre de structurations. Et très souvent, on dit que le parti au pouvoir a souvent une longueur d'avance parce que d'une manière ou d'une autre, il y a parfois une proximité avec les instances en charge d'organiser ce processus électoral. Donc, aujourd'hui, nous avons une commission électorale provisoire qui elle-même n'est pas rassurée dans sa structure, son maintien et peut-être une certaine indépendance. Donc, peut-être qu'on peut retrouver des failles au niveau même du dispositif, de la couverture territoriale en Haïti et de la capacité même de cette commission électorale provisoire à être vraiment présente sur l'étendue du territoire et à produire un travail irréprochable. Donc, je le répète, même en temps normal, ce n'est pas évident, à plus forte raison dans un pays comme Haïti qui se trouve actuellement dans un nouvel élan en quête de stabilité et en quête finalement d'institutions un peu plus crédibles. Parlons à présent de la République centrafricaine. Peut-être si Elie, vous voulez dire quelque chose avant. Oui, je voulais dire un truc sur Haïti. C'est un exemple aux pays africains où, parce que je crois que ce serait la seconde fois. C'est souvent bien, comme il a dit, pour la crédibilité, de refaire le recomptage pour que ça pèse. On a vu un peu ce que ça a donné en Côte d'Ivoire. Et autre chose en ce qui concerne la démocratie américaine rapidement, c'est que George Bush contre Al Gore, oui. Il y avait un problème en Floride. Mais ce processus a été ramené à la Cour suprême. Et à la Cour suprême, il y a 9 juges. 5 sur 4 ont validé les élections de Bush. Mais après, Bush a regagné les élections sans problème, a battu, a humilié John Kerry 4 ans plus tard. Merci. Parlons donc de cette élection présidentielle ou alors cette élection générale qui vont se dérouler ce dimanche du côté de la République centrafricaine. C'est une élection très attendue, surtout la présidentielle, avec 30 candidats sur la ligne de départ. Alors, Elie Smith, cette élection va se dérouler dans un contexte de sérénité parce que Noureddine Adam a renoncé à son projet de partition de la Centrafrique. Oui, mais je pense que Noureddine Adam fait un peu comme un certain Abaka Sabon, un autre rebelle. Je crois qu'il y a une année ou deux ans, lui aussi avait déclaré qu'il faut une partition de la République centrafricaine. Donc c'est quelque chose, on peut dire que c'était un bluff, non, il y a quelque chose qui est sous-jacent. Il y a un truc parmi les Centrafricains d'obédience musulmane qui pensent qu'ils sont marginalisés par la majorité judaïo-chrétienne. Vous voyez même Djodia, il a fallu mettre un Michel sur son nom parce que c'était quand il venait de Bangui. Mais ce qui me fait mal un peu, c'est qu'il a changé de point de vue après la réunion qu'il a eue à N'Djamena. Ça montre quoi? Que le médiateur Idriss Déby n'est pas un médiateur neutre. Il fait un médiateur neutre, donc je ne comprends pas pourquoi. Je veux voir peut-être, c'est peu le background peu démocratique de Denis Sassou Nguesso qui a fait. Denis Sassou Nguesso était un bon médiateur, il était neutre. Mais quand vous avez un médiateur comme Idriss Déby qui est le problème de la République centrafricaine, ça pose problème. Donc le fait que s'il est allé au Tchad, donc vous allez me dire qu'on lui a donné une certaine pression pour en parler. Non. Et puis deuxièmement, on peut en parler, mais pour moi je pense que les élections en République centrafricaine, c'est seulement de l'argent jeté. Après nous allons revenir pour un autre problème encore. Parlons de Tounia, est-ce que l'on a le sentiment que c'est de l'argent jeté en l'air que d'organiser des élections en ce moment en République centrafricaine, même si on estime que la situation sécuritaire n'est pas réluisante?
Moi, je pense que ce n'est pas de l'argent jeté. Je me dis que les Centrafricains ont le droit de choisir le candidat qui viendra amener la stabilité dans leur pays. Ils sont à un moment assez critique, où le pays est assez instable, et ils ont besoin d'un homme fort pour ramener la Centrafrique à son état de paix habituel. Mais maintenant, si Noureddine décide de ne plus causer de troubles, c'est en même temps une bonne chose, même s'il a fait après, sous l'influence d'Idriss Déby. La bonne chose, c'est qu'il a décidé de ne plus causer de troubles. Et dans un moment où le pays a besoin de réconciliation, a besoin de paix, je crois que c'est quand même une bonne action. Espérons que ça sera accepté. Voilà, de la bonne manière. On espère bien évidemment. Alors Patrick Issard, d'abord, cette élection est très attendue de par nous-mêmes, que la communauté internationale, qui voudrait savoir les premiers noms qui sortiront donc des urnes pour ce qui est donc de la présidentielle. Les législatives également sont annoncées. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est parti vraiment pour une élection générale avec la participation des 2 millions d'électeurs annoncés sans véritable heure? Bon, écoutez, au moment où un rapport des experts des Nations Unies sur la République centrafricaine fait état des assauts réguliers et meurtriers de la mer Tchadienne dans le nord-ouest de la Centrafrique, avec bien évidemment au carreau des morts, des déplacés, on a l'impression finalement que cette entrée en scène, même si elle s'est faite de manière diplomatique et discrète du président Idriss Déby, qui fait changer d'avis, mettons entre guillemets, Noureddine Adam sur son intention de partition de la RCA, est quand même significative sur le plan de ce que on a en République centrafricaine une question qui n'est pas que centrafricaine. Et je ne sais pas si c'est une sortie de Noureddine Adam qui viendrait crédibiliser un processus électoral en lui-même. La crise centrafricaine est malheureusement engluée dans une problématique plus profonde que celle-là, celle du désarmement et celle de la capacité à mobiliser les électeurs centrafricains pour qu'ils aillent aux urnes. Vous avez vu le référendum. Quel est le pourcentage de participation? On nous dit un 93% de oui, mais pour 30%. Un 30% qui représente quoi s'il fallait donner assez de légitimité à ce processus? Et c'est dans ces mêmes conditions qu'on va vers l'élection présidentielle et législative. Il me semble que ce sera... Mais au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de guerre. Mais écoutez, on a vu le taux de participation voilà, au référendum il n'y constitutionnel. a pas de guerre, mais lui, Roger, ce n'est pas parce qu'on a des situations anormales qu'on va les formaliser là où on dit qu'on a déployé une mission des Nations Unies, là où on débloque de l'argent, là où on dit justement qu'on a mis tout en œuvre pour qu'on revienne à une situation sereine. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la gestion de la crise centrafricaine, en ce sens qu'on laisse de côté les problèmes fondamentaux. Vous voyez, Noureddine Adam s'est précipité, mais à la vérité, il a ressorti l'expression interne qui est cachée, non seulement en lui, mais dans une bonne fraction de la population centrafricaine qui est d'obédience musulmane. Vous savez, beaucoup d'acteurs de la crise centrafricaine n'entendent plus que le langage de la Kalachnikov. Et quand vous avez une Kalachnikov, dès que vous avez appuyé sur la gâchette, la balle, vous avez du mal à la retenir. Et c'est ce qu'il a fait dans sa déclaration de partition de la République centrafricaine. Aujourd'hui, même s'il revient à des sentiments sous, entre guillemets, la pression d'un mentor, il est clair que l'idée profonde qu'ils ont dans ces groupuscules armés, c'est de partitionner la RCA, encouragé en cela par des acteurs de la communauté internationale qui voient bien dans la division de la RCA une bonne possibilité de s'enrichir et de bénéficier de la manne de la RCA qui, elle, aurait profité au peuple centrafricain. Moi, je vous dis, Louis Roger, on va vers une élection vraie, mais j'ai l'intime conviction que cette élection n'est que là pour un faire valoir, pour faire passer une étape et peut-être pour décharger un peu l'ONU de cet engagement de mission de paix qu'elle a mis en RCA. Mais à la vérité, quelles sont les conditions dans lesquelles on va vers une élection en RCA? Le fichier électoral, vous en avez la certitude. Le calendrier électoral, vous pensez qu'il est crédible? Quels sont les Centrafricains qui vont voter? À moins qu'on ne déporte des gens à la frontière pour venir le faire pour les Centrafricains. En tout cas, les Centrafricains vont aller aux urnes ce dimanche 27 décembre pour élire leur futur président d'Arblé. Alors, Eric Smith, c'est 30 candidats, hein, même si on n'a pas suivi de bout en bout les campagnes des uns et des autres, la course est très serrée. La course est très serrée. Honnêtement, je adhère à 100% à ce que Christian Dobo a dit. C'est du grand n'importe quoi. Nous allons revenir ici après notre rang
pour reparler de la République centrafricaine, c'est comme une patate chaude, on veut la filer à l'autre personne. Bon, vous avez parlé du Congo-Brazzaville, mais le Congo-Brazzaville, de grâce, on ne peut pas faire une comparaison entre les torchons et la serviette. C'est un peu comme comparer... Même si tout ça essuie... Tout ça essuie, voilà. Le Congo-Brazzaville, c'est quand même un pays qui a des institutions. Oui, son président viole avec l'impunité la constitution du Congo, fait ce qu'elle veut faire, mais elle n'est pas la République centrafricaine. La République centrafricaine, depuis 1979, s'est arrêtée, depuis l'opération Barracuda. Et puis, deuxièmement, pour en conclure sur la République centrafricaine, il a dit il y a des choses de base que la communauté internationale n'a pas respectées. Ça veut dire le DDR, on a fait combien de dialogues en Centrafrique? La dernière a eu lieu au Congo-Brazzaville. On a dépensé 500 millions parce qu'on veut faire venir des gens et tout, que le Congo a beaucoup. Le Congo a beaucoup mis de l'argent en République centrafricaine. Beaucoup d'argent que je trouve que les autres pays de la sous-région n'ont pas participé à la même hauteur. Et autre chose que vous voulez en finir, c'est le droit à l'autodétermination. De grâce, c'est inscrit dans le charte des droits de l'homme de l'Union africaine et de l'ONU. Si les peuples musulmans de la République centrafricaine sentent qu'ils sont marginalisés par la majorité chrétienne, qu'on organise un référendum et voir. Mais je pense que, pour moi, ce qu'on fait en République centrafricaine, 30 candidats, c'est trop. Pour quel argent? Qu'est-ce qui va arriver? Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y aura pas de paix en République centrafricaine. Alors, as-tu le sentiment qu'il n'y aura pas de paix, ou alors que le résultat des sorties des urnes d'ici la semaine prochaine permettrait de démontrer effectivement que la paix revient en RCA? Si les Centrafricains vont massivement voter et décident de choisir leur candidat, s'ils votent, je pense que ça sera leur volonté. Mais maintenant, si le taux de participation est en dessous de 50%, je pense que ce ne serait qu'une minorité qui aurait choisi un candidat. Ça veut dire que les autres 50 ou 60 ou 70% qui restera ne valideront pas le candidat parce qu'ils ne sont pas allés voter. On ne sait pas si c'est par frayeur, ou alors c'est parce qu'ils n'acceptent ou ils considèrent que cette élection est malvenue pour le moment. Et il faudra en même temps que le Tchad arrête de se mêler des problèmes de la Centrafrique pour que les Centrafricains décident eux-mêmes de leur destin. Mais si le Tchad continue à mettre la main sur la République centrafricaine, je ne pense pas que la paix sera en Centrafrique d'ici demain. Voilà. Oui, Roger. Vous savez, quand on écoute un peu le revirement de position de Noureddine Adam, et puis qu'on voit aussi quand même le parti de Bozizé, lui qui a été écarté. Vous savez, au lendemain du fait qu'il soit écarté, on a pu entendre une levée de tension à Bangui, qui se rallie maintenant à Dologuélé. On a l'impression finalement que des tractations se jouent. On se serait attendu à ce que le parti de Bozizé boycotte l'élection, mais là, il ne boycotte pas. Ça veut dire qu'il y a de facto une reconnaissance de ce processus électoral, mais qu'il se rallie à un candidat, et ce candidat qui a d'ailleurs le vent en poupe parmi ces 30 candidats. Alors j'ai comme l'impression que, plus que les populations centrafricaines, il y a une espèce de deal qui se joue actuellement entre les acteurs politiques et quelques leaders de la sous-région. Et bien évidemment, entériné en cela par les Nations Unies, qui veulent à tout prix se libérer de cette patate chaude que devient la République centrafricaine. Mais est-ce que cela va suffire à faire terme? Les armes qui sont distillées dans le pays, parce que ce sont ces armes-là qui commandent finalement la paix en République centrafricaine. Et tant qu'on n'aura pas résolu le problème du désarmement, il me semble que la République centrafricaine va encore vers de longues années d'inquiétude sur le plan sécuritaire. Merci Patrick Santobor. On va poursuivre avec cette sonnette d'alarme tirée également par Amnesty International pour ce qui est de la situation au Burundi. Amnesty estime qu'il faudra tout prix que l'Union africaine agisse. Elie Smith, on a vu pratiquement tout le monde s'alarmer sur le cas du Burundi, mais Pierre Nkurunziza et ses partisans restent de marbre sur leur position. Ils ne veulent pas d'intervention étrangère. Oui, mais je vous ai dit encore ici et je le dis, Pierre Nkurunziza va terminer comme Laurent Gbagbo. Et la communauté internationale, en particulier l'Union africaine. L'Union africaine ne doit pas être comme un repère des dictateurs, des gens qui n'ont pas honte. Et que vous allez voir bientôt, il y a un certain nombre d'Africains qui vont crier à l'interventionnisme extérieur. Moi, personnellement, j'ai peur de voir encore ce qui s'est passé en 1994 se répéter.
et parce qu'il y avait une passivité des États africains qui sont très promptes. S'il y a quelque chose comme le COP 21 dernièrement, parce qu'il y a de l'argent à distribuer, tout le monde y va, mais pour résoudre les besoins élémentaires, on ne veut pas. Pierre Nkurunziza est le seul et unique responsable de la déstabilisation que le Burundi est en train de subir et que, par extension, elle peut avoir un effet contingent dans la sous-région, en particulier les Grands Lacs. C'est pourquoi il faudra que les chefs d'État de la sous-région doivent intervenir. Donc Amnesty International a raison. Parce que vous trouvez quand là-bas au Burundi, une fois que tu as un point de vue, on te soupçonne, tu as un point de vue contre le pasteur Pierre Nkurunziza, tu n'es pas tué que toi seul, toute ta famille est tuée. Et ils ont même encore réactionné le problème de la tribalisation. Le problème de... Ils présentent les Hutus comme les Tutsis comme des boucs émissaires. Ils transforment quelque chose que c'est lui-même qui a créé en maintenant un problème tribal. Il a sa milice qui tue les gens chaque jour. Donc moi je trouve qu'Amnesty International est conscient. Et malheureusement, ce n'est pas nous les Africains qui sommes conscients, c'est les autres qui sont conscients en notre place. C'est pourquoi Paul Kagame ne peut pas être quelqu'un qui a une autorité morale, mais le fait que lui, il demande l'intervention militaire au Burundi, c'est quelque chose. Pour moi, je serais très ravi. Là, je n'ai même plus de gains importants en ce qui concerne Pierre Nkurunziza. Ce n'est pas un homme à être respecté. Et il faudra qu'il soit arrêté. Il faudra qu'on l'amène au CPI, à la CPI, parce que c'est là où il mérite. C'est un président voyou. Alors là, ce sont les propos d'Eli Smith. En parlant de Tulia, voilà une situation qui prévaut au Burundi, Bujumbura, qui vit en insécurité, les populations civiles qui vivent dans l'insécurité totale, mais le président qui refuse qu'il y ait une ingérence étrangère dans la gestion interne de ses propres problèmes. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne politique aujourd'hui, ou alors que Pierre Nkurunziza gagnerait à mettre un peu de l'eau dans son vin? J'estime que ce n'est pas une bonne politique aujourd'hui. Du moins, si Pierre Nkurunziza refuse l'intervention d'une force africaine au Burundi, ça veut dire qu'il a des choses à cacher. Ça veut dire que ce n'est pas une guerre tribale comme il est en train de le dire. Parce que si c'était une guerre tribale, il n'y a pas de mal à ce que le voisin vienne nous donner un coup de main pour qu'on restaure la stabilité. Lorsque notre armée se montre ou alors notre politique se montre incapable de gérer cette guerre en interne. Maintenant, s'il refuse la main qui vient de l'extérieur, certainement il a des choses à cacher et il se rend compte qu'en venant sur le terrain, on va l'empêcher de perpétrer un certain nombre de meurtres ou d'assassinats comme il n'a cessé de le faire. Et je dirais même encore que ce n'est pas la peine de l'appeler pasteur, parce que lui, là, pasteur Pierre Nkurunziza, ça ne lui va pas du tout. C'est même plutôt, il devient démoniaque, ce n'est pas du tout un pasteur. Voilà. Alors, Patrick Christian, d'abord, on connaît vos positions par rapport à cette force, ces 5000 soldats de l'Union africaine qui devraient être déployés à Bujumbura pour essayer d'apporter un peu de calme, de paix et de sécurité. Alors, qu'est-ce que vous allez encore nous dire ce matin? Je vais commencer par le terme pasteur que Shalom vient d'utiliser tout à l'heure. Vous savez, on est habitué à ce que les pasteurs de nos jours fassent des choses atroces. Nkurunziza, tant il est qu'il serait pasteur et qu'il ferait des choses diaboliques, ne serait pas le premier. Et deuxièmement, moi je voulais dire, Eli le sait aussi bien que moi, vous savez, c'est peut-être pas l'objet d'une intervention qui peut faire trembler le régime de Nkurunziza. Nous savons tous ce qui se traficote souvent derrière les missions onusiennes de paix, derrière un certain nombre d'organismes sanitaires, Croix-Rouge, Croissant, machin, ainsi de suite. Israël, vous savez pourquoi Israël est très peu en train d'accepter ce type, n'est-ce pas, de mission sur son territoire. Vous avez vu le cas de Bachar al-Assad, même si on peut leur reprocher pas mal de choses, parce que justement, derrière ce type de mission-là, souvent, se cachent des voies ouvertes pour d'autres choses qui ne sont pas avouées. Maintenant, pour revenir sur Nkurunziza, moi je dis, c'est bien, l'Union africaine fait son ultimatum, l'Union africaine démontre ses muscles quant à ce qui est du Burundi. J'ai bien peur que ce soit un pétard mouillé. J'ai bien peur, je dis j'ai bien peur, parce que j'ai bien envie de voir comment l'Union africaine va s'organiser pour faire au Burundi en quelques 4 jours ce qu'elle n'arrive pas à faire sur le continent africain depuis des lustres, avec tous les foyers de conflit où on attend son intervention. Moi, c'est pas l'objet de l'intervention qui m'intéresse trop
dans la crise burundaise. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel type d'intervention, dans quelles conditions, et de voir justement quelle est la cible même de cette intervention. Parce que moi j'ai dit, on va au Burundi dans une situation conflictuelle, mais avec une partie du conflit qui est invisible. Ça devient compliqué. On va au Burundi dans une situation où les positions des personnes qui appellent à une intervention au Burundi sont encore floues dans les déclarations. Les rapports que Amnesty nous donne et bien d'autres sont des choses qui sont sues. Rien n'est finalement inédit dans ces rapports-là. Parce que depuis le début de la crise burundaise, c'est pratiquement ces choses que nous connaissons. J'ai même envie de dire qu'ils viennent nous encombrer une mémoire déjà saturée avec la question burundaise. Parce que tout ce qui est dit dans le rapport d'Amnesty, tout ce qui est déclaré, est su depuis le début de la crise. Et nous l'avons décrié ici en disant que ceci aurait dû être fait dès le départ. Parce que j'ai l'intime conviction, au regard du développement de l'actualité burundaise, depuis l'annonce de l'intention de Nkurunziza à briguer un troisième mandat, que les Occidentaux ont laissé faire. S'ils avaient vraiment envie de corriger la situation au Burundi, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et je suis très mal à l'aise de voir le président Paul Kagame donner des leçons au Burundi, parce qu'il n'est pas lui-même un exemple. Et je suis convaincu, quand vous regardez le nombre de réfugiés accueillis, et bizarrement dans des bases proches de la frontière avec le Rwanda, vous me direz que de manière physique, la traversée de la frontière pourrait imposer qu'on se retrouve là, mais ce n'est pas anodin. Et je dis ceci, il est évident que les bases de repli de tout ce qui envoie des roquettes, tout ce qui vient assassiner, parce que pendant que vous accusez le régime de Nkurunziza d'assassiner, de l'extérieur on vient aussi assassiner. On a vu des chefs d'état-major être ciblés, ainsi de suite. On ne lance pas une roquette si on n'a pas un arsenal et si on n'est pas protégé, si on n'est pas repéré. C'est quand même des obus qui tombent. Donc je dis que la base de repli de ces rebelles ou de ces groupuscules, appelez-les comme vous voulez, des gens qui ne sont pas identifiés, et bizarrement toute la communauté internationale, malgré tous les moyens technologiques pour les repérer, ne sait pas où ils sont, qu'ils sont. Les bases de repli de ces rebelles-là, c'est le Rwanda. Donc même si le régime de Nkurunziza est sanguinaire, voyou, assassin comme vous l'appelez, on doit pouvoir reconnaître que ceux qui l'attaquent aussi sont en repli du côté du Rwanda. Et dans ces conditions-là, moi je dis, si nous voulons jouer clair jeu, si nous voulons que le Burundi revienne vers la paix, il faut identifier tous les acteurs de la crise burundaise. On va accuser le président Nkurunziza, mais ce serait une partie du puzzle, alors que l'autre est là et peut-être plus dangereuse. Alors, Élise, vite avant que vous preniez la parole, déjà, nous le disons déjà ici sur ce plateau, que Pierre Nkurunziza, ou alors, n'est-ce pas, son porte-parole, a demandé à l'Union africaine d'aller plutôt intervenir au Rwanda, que c'est au Rwanda qui a donc cette milice, qui vient de temps en temps commettre donc ces forfaits, et vous n'avez pas pris ça de bon temps. Et pourtant, c'est exactement ce que Patrick Christian Ndobor vient de dire. Non, Patrick Christian Ndobor fait l'avocat du diable. Le problème du Burundi, si Pierre Nkurunziza avait respecté la constitution burundaise... Ça, c'est un vieux débat, Elie. C'est un vieux débat. Non. Nous en sommes à l'intervention. Quel type d'intervention pour intervenir entre qui? C'est ça la question. Non. La question de la constitution est dépassée depuis longtemps. Ce qui a fait une crise. Maintenant, nous posons une question essentielle. On intervient pour séparer qui? Non. On a Nkurunziza qui est identifié. En face, on a qui? Et comment est-ce qu'on va juguler une crise comme celle-là si on n'a pas la maîtrise des acteurs? C'est ça la question. Bon, je reviens à la case de part. Oui. Vous allez aussi me dire aujourd'hui, si le Congo tombe dans une crise politique et de la guerre civile, vous allez me dire aussi que non, il faut aller me chercher tel ou tel personne. Au Congo, on connaît les acteurs. L'opposition est là, elle est déclarée, c'est clair. Vous avez les acteurs de l'opposition congolaise qui sont là. Certains sont même incarcérés. C'est clair. Alors, Élise, allez. Je vais revenir dire que, d'abord, on ne peut pas comparer un pays comme Israël, un pays démocratique qui respecte les droits de l'homme, à un pays voyou comme le Burundi, avec un président voyou qui ne respecte rien, qui tue sa propre population. Un président comme Pierre Nkurunziza qui n'a pas de mémoire. Il sait très bien, lui, il est un fils de député qui a été expulsé du Burundi en 1972. Il est revenu plus tard. C'est un homme, il me fait peur, il est ordurier, je ne sais pas comment je peux le décrire. S'il avait respecté la constitution burundaise, on ne devait pas être là-bas. Ce qui gêne avec les Africains, c'est que c'est l'art de vouloir toujours édulcorer les choses. La parole donnée doit être respectée. Et partout où on a eu les crises en Afrique, c'est tout simplement parce qu'on ne respecte pas la parole. Je vous donne l'exemple. Laurent Gbagbo, qui est très aimé par les Camerounais aujourd'hui, s'il n'avait pas signé les accords de Ouagadougou,
ou signer les accords de Marcoussis, donner sa parole et revenir jouer au BT à la maison, ça ne devait pas se passer comme cela. Moi, sur le problème du Burundi, pour moi, je comprends ce que Christian est en train de dire. Oui, il faut qu'on cherche les autres. Mais dans quel pays, bon Dieu? Au Congo, au moins, on connaît qui est opposant. Mais même si on peut les museler. Mais au Burundi, voilà. Quand on connaît que tu es opposant, on ne te tue pas toi seul, on tue toi et ta famille et tout le monde. Donc les gens là, ils se cachent. Et deuxièmement, quelque chose que je veux par là dire. Honnêtement, ça va peut-être vous paraître un peu brutal des fois. Quand on tue le chef d'état-major burundaise qui a planifié, qui est un génocidaire né, qui discrimine, je crois que c'est salvatrice. Donc moi, je pense que ces gens-là sont en train de se défendre. Et puis le Rwanda, oui, le Rwanda peut-être n'a pas l'autorité morale. Mais la différence entre Paul Kagame et Pierre Nkurunziza, Paul Kagame a de la mémoire. Il se rappelle de génocide de 94. Et les gens, pendant 100 jours, une sauvagerie inouïe. Ça ne s'est plus jamais fait dans ce monde en dehors de la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947. Et puis, moi, je trouve que les Africains sont irresponsables. Il y a deux groupes de personnes dans ce monde qui ne savent pas assumer les responsabilités, qui savent toujours accuser les autres. C'est les Arabes et les Africains. Voilà, comme vous dites. Alors, on va poursuivre, c'est une matinale de l'information, ce n'est pas le débat quotidien. Nous allons poursuivre avec cette matinale de l'information pour aller au Mali, et précisément à Bamako, où on a décrété, le président de la République a encore décrété un état d'urgence de 10 jours pour faire face aux menaces terroristes. Alors, d'autres... Patrick Issant d'abord, cet état d'urgence de 10 jours seulement, juste certainement pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Oui, Louis Roger, vous savez, avec la montée en puissance qu'on a connue même par les derniers attentats de Bamako, n'est-ce pas, des groupuscules islamiques, on avait l'impression à un moment donné que c'était une accalmie avec les accords qu'il y a eu entre le pouvoir central de Bamako et les fractions rebelles, notamment Touareg, dans la partie septentrionale. On avait l'impression que cela présageait une accalmie et que finalement on allait avoir au Mali, j'ai envie de dire, un peu de quiétude. Donc les attentats de Bamako sont revenus relancer la machine. Et en relançant la machine, on a même l'impression qu'il y a quelque chose, malheur est bon pour ces groupes armés qui sont dans la partie septentrionale, parce qu'on a vu comme un rapprochement entre Al-Mir-Boutan, je pense, si je me trompe, n'est-ce pas, et justement les fractions de Al-Qaïda dans le nord Mali. Donc c'est un rapprochement des groupuscules qui avaient l'impression d'être opposés dans la ligne idéologique ou dans la manière d'agir, de lutter contre le pouvoir central. Et cela inquiète. Cela inquiète d'autant plus qu'on a l'impression, quand on regarde toute la zone sahélienne, l'Afrique centrale, avec tout ce qui se passe en Libye, on a l'impression que tout le resserrement qui se passe du côté de la Syrie, de l'Irak, autour de l'État islamique, autour de Al-Qaïda, tout ce resserrement-là propulse maintenant ces groupuscules armés dans la bande sahélienne de l'Afrique et ça renforce finalement les capacités de nuisance, n'est-ce pas, de ces groupuscules armés. Et donc, dans ces 10 jours de fête, tout peut arriver. Surtout qu'on sait que ces groupes sont foncièrement opposés à cette espèce de jouissance qu'on voit pendant les célébrations de fêtes de fin d'année. Donc, tout pays actuellement qui a une proximité quelconque avec ces groupes extrémistes-là se revendique de ce que, finalement, il faut prendre des précautions. Et il me semble que le Mali, dans cette dynamique-là, se protège peut-être et entend surveiller un peu plus. Mais comme cela doit se faire dans un cadre légal, l'état d'urgence vise ça. Mais surtout, quand on prend ce genre de décision, dans un contexte mondial finalement animé par ces propensions terroristes, il y a qu'on a peut-être un certain nombre d'informations. Certainement que les services secrets maliens ont des informations qui tendent à simplement signifier qu'on pourrait avoir des attaques dans des endroits ciblés. Et s'il n'y a pas ce genre, finalement, de décision pour amener un état d'urgence, une surveillance plus accrue, de toutes les manières, une restriction d'un certain nombre de libertés, à défaut d'instaurer un couvre-feu
qui serait privatif et vraiment peut-être mal vécu par la population en cette période de fin d'année, l'état d'urgence permet au moins aux forces de sécurité et à l'armée de s'interposer, même pendant les périodes festives, et pourquoi pas, quitte à nuire un peu la liberté des uns et des autres, pour préserver la sécurité de l'intérêt général. Alors, renforcement sécuritaire depuis l'attaque du 20 novembre dernier de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, un attentat qui avait permis d'enregistrer une vingtaine de morts. Mais on a 10 jours d'état d'urgence décrété au Mali, 2 mois du côté de la Tunisie. Est-ce à dire que les enjeux ne sont pas les mêmes? On se rappelle également que tous ceux-là qui ont soutenu la France au lendemain des attaques de Paris sont ces pays qui sont aujourd'hui visés par les terroristes, et sont ces deux pays-là qui ont décrété 10 jours pour l'état d'urgence du côté de Bamako, Mali, et 2 mois pour ce qui est donc de la Tunisie. Non, oui et non, je pense que c'est aussi une pure coïncidence. Tous ces pays-là avaient déjà des éléments endogènes qui facilitaient l'éclosion de ces groupes terroristes. Par exemple, en Tunisie, en Tunisie, tout le monde sait que le groupe Al-Qaïda au Maghreb opère là-bas très bien. Tout le monde sait que, par exemple, l'État islamique y opère. Et en ce qui concerne le Mali, il y a quelque chose qui se passe au Mali, c'est que le nord du Mali, après les négociations de paix qui ont été signées entre les différents groupes du nord, de l'Azawad, d'abord, qui ne sont pas unis, il y a que, en termes sécuritaires, au grand nord du Mali, ça s'améliore. Mais l'erreur qui a été faite au Mali est qu'on a focalisé beaucoup au nord, croyant que le sud devait être plus passif. Et nous avions vu l'émergence de nouveaux groupuscules islamiques autonomes dans le grand sud malien. Et c'est ça qui inquiète. Voilà pourquoi je pense qu'il y a une nécessité de cette réorganisation du plan sécuritaire, parce que, comme tout groupe islamique ou tout groupe terroriste, les fêtes sont les moments propices de se faire reconnaître. Parce que imaginez-vous un Noël ou une nouvelle an, une bombe qui explose à Bamako ou à Tunis, ça va faire le tour du monde. Bien évidemment. Alors, on va sortir donc avec ces mesures sécuritaires qui sont donc prises en Tunisie et au Mali pour ces fêtes de fin d'année, pour parler maintenant de migration et des migrants, surtout sur ces questions économiques qui nous intéressent avec le nombre de déplacés en 2015, qui selon un rapport de la Banque mondiale devrait se chiffrer à presque 200 millions de migrants à travers le monde. Et ce qui est important dans ce rapport, c'est l'argent que ces migrants envoient en direction de l'espace de leur pays d'origine à travers les transferts d'argent. On parle pratiquement de 600 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Et certains analystes estiment que cet argent permet également aux pays en voie de développement de se développer davantage. Comment expliquer cela? Non, l'explication est simple. La diaspora de tout pays est importante parce que, premièrement, les gens viennent en majorité de pays qui sont à faible revenu ou qui sont en instabilité. Mais ces peuples-là, quand ils vont à l'extérieur, ils contribuent à envoyer de l'argent dans les pays qui soutiennent l'économie. Et il y a même une ancienne employée, une économiste zambienne qui travaille pour la Banque mondiale, qui a même écrit un livre, j'ai oublié son nom pendant que je ne vais pas écorcher, donc je ne vais pas prononcer, qui a dit « L'aide au développement des pays occidentaux est en deçà de l'aide que fournissent la diaspora. » Donc maintenant, c'est comment la canaliser, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui apporte une question dans les pays où on a une certaine stigmatisation de leur diaspora. Par exemple, le cas du Cameroun qui interdit le problème de double nationalité. Le Cameroun paie énormément, par exemple, mais au contraire, les pays qui sont aujourd'hui en train de se développer, en train de devenir des vrais pays émergents, il y a deux facteurs majeurs. Un, c'est la démocratie. Deux, c'est l'apport de la diaspora. On a deux exemples. Le cas du Nigeria, qui est devenu un pays, la première économie en Afrique en 1999, quand quand le Nigeria est devenu une vraie démocratie. Et puis vous avez l'exemple de l'Inde,
quand l'Inde aussi s'est organisée, vous voyez, ces deux pays ont une grande diaspora très active à l'extérieur qui contribue aujourd'hui à l'éclosion démocratique et économique de ces pays-là. Merci Elie, merci Patrick Issantobo, merci également à Falon Tchounia, journaliste qui était avec nous également ce matin dans le cadre de cette matinale de l'information. On se retrouve ce soir pour la soirée de l'information. Et d'ici là, restez fidèles car nos programmes se poursuivent.